et à tous. On est réunis ce soir, comme on vous l'avait promis, pour une réunion de mi-mandat. Je tiens à vous signaler que la séance va être filmée, mais elle est filmée que de notre côté, donc vous n'êtes pas filmé vous. Hein, ça va apparaître donc sur Facebook et de Réunis Pourtance et YouTube. Parce que nous, on n'a rien à cacher. Hein. De toute façon, tout ce qu'on fait, vous avez bien vu les conseils municipaux, ils sont en vidéo. Nous allons vous exposer tous les points. Donc, sur ces points, on doit en avoir à peu près 11. Après chaque thème, on vous laissera l'occasion de poser 2 questions. Pas plus, parce qu'on va... À la fin de la séance, on reviendra, si vous voulez, sur les questions, et sur les thèmes, et vous pourrez poser d'autres questions. Mais pour qu'on ait un flux qui soit intéressant pour tout le monde, on autorise 2 questions après chaque thème. Donc, je vais vous faire la présentation des thèmes. D'abord, nous sommes des conseillers municipaux de la minorité, engagés pour l'avenir de nos enfants à Tens. Hélène, moi-même, Noël, Lucas et Pascal, qu'on excuse, vous savez, pour les raisons qu'il en est. Pour ceux qui ne le savent pas, il a eu un accident et ça va faire presque 1 mois et demi qu'il est bien mal en point. Mais ça va, petit à petit, ça s'arrange. Nos valeurs, écoute et respect des idées de chacun, agir avec intégrité, dignité, probité, veille pour l'intérêt commun. Voici les thèmes. Maison de santé, la poste communale, école, crèche. Crèche, c'est pas la crèche en elle-même, c'est les travaux qui ont été autour de la crèche extérieure. Terrain de sport synthétique, assainissement, endettement, plan local. Alors, piscine. Piscine, c'est Pascal normalement qui le gère. Ce sujet, pour l'instant, il est pas clarifié, il y a quelques petits problèmes pour l'instant, donc on ne va pas le traiter. On le laisse où il est pour l'instant et on verra par la suite. Aménagement du bourg, voirie, bâtiment, communauté de communes, CCHL, les départs qu'on a eus. Et pardon, j'ai oublié, le plan local d'urbanisme, excusez-moi. Donc la méthode de présentation, vous verrez sur les vidéos, il y a un état des lieux, choix, retenue et réalisation, et les conséquences pour demain. Voilà, je vais laisser le micro à Noël. Merci. On s'est partagé la tâche, chacun d'entre nous va présenter, donc moi il me revient de vous parler de la maison de santé. Alors, la maison de santé, nous avons eu pendant ce demi-mandat l'arrivée de 2 médecins, et ce, grâce à Bernard Redoglia, qui est médecin et qui était conseiller municipal. On a constaté le départ, hélas, du docteur Reynaud, qui est allé s'installer au Chambon. Et la Tens n'est toujours pas en zone d'intervention prioritaire. Voilà le constat. Nous pensons qu'il n'y a pas d'action pour dynamiser et mettre en place cette véritable maison de santé, parce que la maison de santé, c'est quelque chose qui est prévu et géré par la CRAM et par l'ARS, j'ai oublié le mot. Et ce travail était en cours de finition. Il était élaboré par Bernard Redoglia,
qui avait tous les contacts compte tenu de son métier pour que cette maison de santé soit une véritable maison de santé, au même titre que celle qui existe au Chambon-sur-Lignon. Mais il n'a pas pu mener à bien son action puisqu'il a eu un certain nombre de freins qui l'ont amené à considérer qu'il n'avait plus à rester dans le conseil municipal. Il est parti en novembre, si je ne dis pas de sottises, en novembre 2020. De plus, il y a eu des signalements abusifs par monsieur le maire des 3 médecins de Tence, vous connaissez chacun de leurs noms. Ils ont été signalés abusivement à l'ARS au motif qu'ils ne s'étaient pas déplacés immédiatement à la demande de monsieur le maire pour traiter un problème qui aurait pu attendre très longtemps, qui pouvait attendre assez longtemps. Un des médecins était à Yssingeaux, l'autre était en examen, et le troisième, je ne sais plus ce qu'il faisait. Et donc, monsieur le maire, qui voulait absolument que ces médecins se rendent au chevet de quelqu'un qui n'était pas réellement malade, les a signalés à l'ARS, et ils ont eu un courrier du Conseil de l'Ordre. Je vous fais grâce de leur réaction. Et donc, nous pensons que si nous avons un comportement de cette nature, ce n'est pas le meilleur moyen d'attirer auprès de nous des hommes de santé. Et on rajoutera également qu'il y a eu également un autre signalement auprès de l'ARS, j'avais oublié le nom tout à l'heure, des 2 pharmaciens. L'ARS a écrit à nos pharmaciens en leur disant « mais vous partez ?» En réalité, ils cherchaient un nouvel établissement et monsieur le maire a indiqué qu'ils allaient quitter le village. Voilà. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de véritable maison de santé, c'est surtout un immeuble qui accueille des gens de santé. Et 2, si on a un comportement inapproprié, merci, les professionnels de santé ne viendront pas. J'ai oublié de préciser, et je m'arrête ici, que Bernard Redoglia était en cours également de trouver une sage-femme et un orthodontiste. Hélas, ces éléments sont partis à la poubelle. S'il y a une question, j'y réponds. S'il n'y en a pas, on passe au sujet suivant. Il n'y a pas de question. Ah pardon, excusez-moi. Vous avez dit qu'il y avait un frein au travail de... Oui. Est-ce que vous pourrez expliquer ? Eh bien, vous m'embarrassez un peu, mais je vais quand même essayer de l'expliquer. Bernard Redoglia est un grand professionnel et il connaît son métier parfaitement. Il avait mis en place tout le dispositif pour que nous ayons une véritable maison de santé. Monsieur le maire a considéré que c'était plutôt à lui de le faire. On a vu le résultat. Et donc, il a n'eu de cesse que de ne bloquer le travail effectué par Bernard Redoglia. C'est la raison de son départ. J'ai même un exemple, et j'arrête ici. Il avait invité Bernard Redoglia, les professionnels de santé de Tence pour travailler sur ce sujet. Il se promène sur le marché et il apprend par une infirmière que monsieur le maire avait annulé la réunion en question. C'est suffisant comme réponse ? Voilà, donc il a été créé une maison de France Service qui est quelque chose de très très bien. C'était une très bonne idée. Mais par contre, on se pose la question pour quelle raison la mairie a demandé la fermeture anticipée de la poste au lieu de travailler en collaboration avec celle-ci, comme au Chambon et à Montfaucon. Ce qui nous aurait permis de garder la poste et la banque postale, puisqu'on n'a pas le même service maintenant, hein,
Pour ceux qui utilisent la banque postale, eh ben, il faut aller à Montfaucon ou au Chambon. En plus, au niveau du coût, le coût aurait été moindre si ça avait été fait avec la Poste, parce que la Poste prenait beaucoup de choses en jeu, alors que là, c'est la commune qui finance les 3 emplois et tous les frais de fonctionnement. Alors, sachant que la Poste verse une petite indemnité, mais je ne pourrais pas vous dire de quel montant. C'est temporaire. Et c'est temporaire, oui. C'est que pour 3 ans, hein, de mémoire. Et nous avons demandé aussi également de faire un budget annexe pour cette maison France Service et la Poste. Et ce budget annexe a été refusé. Donc on ne connaît absolument pas le coût de cette maison-là. Voilà. Vous avez autre chose, non ? Vous avez des questions ? Pas de questions ? Alors moi je m'attaque à un sujet un peu complexe parce qu'il est lié à la démographie de notre village. Alors là dans les quelques dernières années on a vu une légère augmentation de la population tançoise et malgré ça on a des classes qui ont été fermées. On a une classe qui a été fermée à l'école publique, une classe qui a été fermée à l'école privée. On considère que pour essayer de lutter face à ce problème, l'exécutif municipal reste passif. On n'a pas l'impression qu'il y ait une dynamique en faveur de nos écoles et essayer d'attirer de nouveaux habitants et de nouveaux enfants, que ce soit mis en place. Parce qu'en plus, c'est un critère de choix pour des futurs habitants. Se dire une école qui fonctionne bien ou des écoles qui fonctionnent bien, avoir le choix, c'est un luxe. Des gens qui viennent de Lyon, Saint-Étienne, Marseille ou qui ont des attaches et qui veulent revenir, ils vont regarder cet aspect. On a également constaté dans le dernier budget une diminution des subventions accordées à l'école privée. Alors, il nous avait été signalé que l'association n'avait pas demandé plus. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est le dernier point qui est affiché, c'est le collège. Aujourd'hui, on a un collège public à Tence, un collège privé à Tence, et un collège public au Chambon. Et la tendance démographique veut qu'il y ait plus qu'un seul collège public sur le secteur. À Tence ou au Chambon ? Alors, ce n'est pas une vision de mon esprit. Il y a une étude qui avait été faite par un des anciens directeurs d'un collège du secteur et qui a abouti à cette conclusion qu'un des 2 collèges allait fermer. Quelle est la politique qui est mise en place pour que un collège soit maintenu, de préférence à Tence, qui est quand même le chef-lieu de canton et le centre-bourg, le centre de la communauté de communes. Est-ce que vous avez quelques questions ? Donc, juste une remarque. Quand je suis arrivée en 2010, et depuis 2010, chaque changement chez l'établissement, au collège, on disait ça va fermer, ça va fermer. Donc peut-être que quand on s'entendra le moins, ça risque de fermer. Mais du coup, quelles que soient les politiques et les chefs d'établissement, il y a cette espèce d'effet de Damoclès effectivement qui pèse dessus. Oui, mais si au moins on se saisit du problème clairement, en disant oui, il y a cette épée de Damoclès, qu'est-ce qu'on fait ? Là, c'est plutôt la politique de l'autruche. Mais je suis d'accord que ça fait un certain temps qu'on en parle, mais on en parle, et puis à force de s'habituer, effectivement, peut-être qu'un jour, au moment où on s'y attendra le moins, il y aura une fermeture. Aujourd'hui, on sait que les locaux du collège du Lignon sont entretenus, rénovés. Quel est le niveau d'équipement de notre collège ? Alors je sais bien que ce n'est pas une charge communale, mais ça peut être une question politique à se poser. Quelle est l'influence qu'on peut avoir sur cette décision ? J'espère avoir été suffisamment clair. Oui.
Merci. On peut supposer qu'à l'avenir, peut-être que des gens, si on parle bon sens, peut-être que, je suppose qu'à Tence, il me semble qu'il y a plus d'élèves qu'au Chambon, encore que je ne suis pas sûr. Donc je suppose que le bon sens voudrait que ce soit là où il y a le plus d'élèves, que si un jour ça avait à disparaître, et vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là où il y aura moins d'élèves, le collège forcément disparaîtra. Mais on a pu comprendre que pour la Poste, ce n'était pas le cas. Les affaires se passent quand même plus à Tence qu'au Chambon, et on a vu quand même la Poste disparaître. Donc je me pose des questions à ce sujet-là. On se les pose également, et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément des réponses. Oui, mais ça sera intéressant de savoir quand même. Et d'y penser. Mais on est d'accord effectivement sur le diagnostic. Un collège qui, a priori, peut accueillir plus et accueille déjà plus d'élèves, devrait être maintenu. Mais ensuite, c'est des choix politiques et il faut savoir peser aussi sur ces choix. Après, si on suit une logique, à Tence, il y a déjà un collège privé. Donc, il serait logique aussi que le collège public soit sur le Chambon. Il y a plein de logiques qui peuvent se mettre en place. Donc, oui. Ce qui compte probablement, c'est la volonté que l'on peut développer. Si vous êtes passif, vous êtes sûr d'échouer. Si vous vous battez, vous avez des chances de gagner. Pardon, qui décide en fin de compte? Là, c'est le département dans ce domaine. C'est le département qui finance et l'académie qui décide. Mais le financement des collèges se fait par le département, comme le lycée par la région. Donc, les abords de la crèche. Alors, les abords de la crèche, c'est l'aménagement des abords sécurisés qui ont été faits, je ne sais pas si vous vous rappelez, juste avant les élections. On avait de la rue balise, on avait des poteaux, et on a refait faire des goudrons, reprendre le parking existant, et une partie goudronnée encore de nouveau. Ce projet-là, il a coûté 37 000 €. Un an après, on l'a démoli. Voilà, c'est juste pour vous avertir qu'on balance un petit peu l'argent par les fenêtres, comme dirait mon collègue. Alors, on n'a pas de stratégie, on n'a pas de vision d'ensemble dans ce genre d'erreurs qui continuent à se multiplier. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Le terrain de foot synthétique, c'est probablement une bonne idée. Mais par contre, il faut que l'on se souvienne que ça a coûté pas loin de 800 000 €, même s'il y a eu des financements extérieurs. Ce qui nous dérange, c'est que sur ce terrain de foot, toutes les équipes, enfin il y a une seule équipe, mais qui est le résultat de la fusion des équipes de Tence, du Chambon, de Chénereil, du Mas et du Mazet, et pas de Saint-Georges. Un tel équipement, aussi coûteux qu'il est, aurait dû, de notre point de vue, être assumé et financé par la communauté de communes. Et là, nous nous interrogeons sur la volonté ou sous le pouvoir du président de la communauté de communes qui est en même temps notre maire. Il y a aussi un autre point sur le financement de cette affaire, ou plutôt sur son coût. Nous avons fait remarquer en conseil municipal qu'il ne nous était pas présenté au budget le montant de la TVA, parce que la TVA sur des investissements de cette nature n'est pas récupérable. Donc, nous avons le budget qui nous était présenté oubliait que le coût de cette opération, et donc nous avons 131 000 € supplémentaires qui ne seront jamais récupérés et que nous avons payés par soit l'emprunt, soit en prélèvement sur notre CAF. On reviendra sur la CAF après. Et donc, cet endettement,
supplémentaire nous inquiète et vous verrez plus tard qu'il est assez important. Je voudrais rajouter que comme ce terrain synthétique, comme ce terrain synthétique a été pris en charge par la commune, c'est la commune qui va l'entretenir. Donc tous les frais seront à la charge de la commune en plus du coût. Avez-vous des questions? Oui, madame. C'était pas une obligation, le terrain, faire un terrain synthétique? Ah non, non, c'était une volonté de notre maire et un engagement qu'il avait pris auprès de l'équipe de foot de Tence. Mais ça n'était pas une obligation. Je dois vous avouer que j'ai voté contre le terrain synthétique parce que je pensais que ce n'était pas le moment d'investir sur ce sujet. Mais la majorité fait loi. Donc la majorité a décidé que... Mais nous pensons, quand bien même cet équipement a été mis en place, qu'il nous coûte beaucoup plus cher que ce qu'il n'aurait dû. Et surtout, qu'il devrait être porté par la communauté de communes. Comme le terrain de rugby est porté par la communauté de communes, puisque c'est le même cas de figure, hein, c'est des équipes intercommunales. Et justement, comment ça se fait que c'est aux frais de la commune de Tence, si c'est plusieurs communes ensemble qui se sont mis? Là encore une fois, c'est l'influence politique de notre maire, qui est en même temps président de la communauté de communes, auprès des membres du bureau de la communauté de communes. Vous savez que les membres du bureau sont représentés par les maires et des vice-présidents. Et donc, si vous n'avez pas la volonté ou la force, vous perdez devant le bureau et ensuite vous perdez devant... mais ça n'a même pas été présenté, nous le pensons, devant le conseil communautaire, puisque moi j'étais membre du bureau pendant un temps, j'étais membre du bureau de la communauté de communes. Je vous remercie. Pardon, il y en a une dernière, mais c'est la dernière. Hein. Juste une question sur le... Est-ce qu'il vous a été présenté des coûts d'entretien Non, toujours pas. Les coûts d'entretien, c'est quelque chose qui sont souvent, comme la poussière, mise sous le tapis. Parce qu'on est très heureux de construire quelque chose, en oubliant toujours les coûts d'entretien, on en parlera un peu plus tard. On poursuit parce qu'on a un certain nombre de sujets à vous. Assainissement. Donc on est au cœur du sujet, puisque, comme vous pouvez voir, les travaux qui ont bien avancé. Donc l'étude du diagnostic a été réalisée fin 2019, avec des promesses de travaux en 2020. Et comme ça traînait un petit peu des pieds, la préfecture a un petit peu tapé sur les doigts en 2022. L'urgence, c'était de démarrer les travaux le plus rapidement possible, donc ça a été en 2022. Donc, qu'est-ce qu'il en découle? Le budget estimé par le bureau d'études était entre 2 millions et 2,5 millions pour la première tranche. Donc, retard de travaux, 30% de coûts sur les 2 années à venir de retard. Retard d'emprunt, une hausse de taux de 3%. Le manque de stratégie, la priorisation des projets nous conduit à l'arrêt de l'investissement, soit à un surendettement et une hausse des impôts locaux. Voilà. On a traîné, sauf c'est passé au mauvais moment. 2 ans après, tout s'écroulait un petit peu à gauche et à droite après le Covid et tout, que ce soit les emprunts, que ce soit les coûts de travaux, et résultat, ben c'est ça. Voilà, c'est des sommes énormes. Avez-vous des questions? Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. En novembre 2020, nous avons eu une réunion d'adjoints où nous
nous prenions bien sûr la suite de la mandature précédente, sous la mandature de Brigitte Renaud. Nous avons pris connaissance de l'étude diagnostique, nous avons vu le bureau d'études et nous avions décidé, en bureau d'adjoint, de lancer les travaux le plus vite possible. Le plus vite possible, ça a été depuis novembre 2020 jusqu'à la mise en demeure en 2022 par le préfet. Vous avez... Il y a des questions, mais ça c'est Bernard, parce que c'est le spécialiste des travaux. Hein. Première tranche, ça veut dire quoi? Ben, disons que l'ensemble des travaux est parti en 3 tranches. Donc la première tranche, c'était une partie du réseau qui allait à la station, priorité, une partie vers le Fieux, dessous les pads et en remontant vers l'ancienne caserne pompier, on passait le carrefour, on montait vers chez Placide, et on a une portion au Mazo et une portion à Gardaillac. Voilà. Ça, c'est la première tranche. Les deuxièmes tranches et la troisième tranche, il y avait la Grande Rue, il y a la rue de Dannenay et la Grande Rue. L'autre, c'est bon, ça a été fait. Voilà. C'est l'avenir. C'est ce qui reste. Du coup, ça coûte plus cher que ce qui est affiché? Ah oui, non, ça c'est la première tranche, hein, on est bien d'accord. Donc les sommes, à quelque chose près, on va revenir, on va multiplier par 3. Hein. Mais l'assainissement, bon, on comprend, c'est une obligation. Ça, c'est bien de le faire. Après, si on démolit une route, on est bien obligé de la refaire. Tant qu'à faire, qu'est-ce qu'on fait? On enfouit les réseaux, on essaye de mettre un peu plus d'espace vert, trucs comme ça. Il faut le faire, c'est sûr que ça coûte cher. Oui. Pourquoi ça a pris tant de retard? C'est quoi les raisons? Ben, sous la mandature de Brigitte, si vous voulez, le dossier était ficelé. Donc, quand on est parti, on a laissé le dossier, les signatures étaient faites, il fallait le lancer, quoi. Et du coup, ça a traîné 2 ans. 2 ans qu'un dossier dormait. Il a fallu que ce soit la préfecture qui tape un peu dans les chevilles pour réveiller tout le monde. Parce que c'est des obligations. Hein. Nous, on le savait qu'on avait des travaux d'assainissement. Sauf qu'on ne se pressait pas. On ne se pressait pas parce qu'on n'avait pas l'argent. Et puis, il y avait plein d'aides qui ont été amenées après par la suite. Donc, avec ces aides, c'est sûr que ça amènerait à réflexion. Et on se dit, ben, il faut y aller. De toute façon, à un moment ou l'autre, il faut le faire. Voilà. Et s'il y a d'autres questions, on verra à la fin. Vous avez parlé des autres tranches. Vous avez une idée des dates? Non. Ben, on a déjà un petit peu de retard là-dessus. Donc, revoir les bureaux d'études, refaire l'étude de tous les réseaux, hein, parce qu'ils ont bougé. Hein. On avait fait en caméra, on avait passé la Grande Rue, si vous voulez, le réseau de la Grande Rue, il est coupé en 2. C'est-à-dire que les bus sont carrément cisaillés par le fond. Donc c'est tout à reprendre. Ça, vous connaissez la Grande Rue. Les réseaux, ils sont à 2,50, 3 mètres de profond. Vous avez compris, la chaussée, elle disparaît. Il était prévu qu'on lance les travaux très vite, parce que, autant qu'ils nous en souviennent, c'est Lucas qui vient de le soulever, tous les travaux d'assainissement devaient être terminés en 2025. Mais tout était prêt. Nous avons pris la suite, tout était prêt, on devait lancer les travaux ont été interrompus. Alors maintenant, pourquoi? Enfin, les travaux, rien n'a été fait, en réalité. Pourquoi nous étions plus là et étions plus capables on n'est pas capable de vous donner la moindre réponse. Donc pour savoir les travaux, quand ils viendront, il faut interroger monsieur le maire. Parce que nous ne sommes pas informés. Il faut que vous sachiez que nous ne sommes pas informés. On va parler maintenant de finances. On a dit qu'il y avait des investissements qui avaient été faits. Il y en a certains qui sont absolument obligatoires, nécessaires, prioritaires.
On pense évidemment à l'assainissement. On n'a pas le choix, il faut le faire. Il y en a d'autres, comme on l'a déjà dit, qui étaient peut-être un peu moins prioritaires. On pense notamment au stade synthétique, à l'aménagement des abords de la crèche, qui sont arrivés à un point nommé juste avant les élections. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est comment est-ce que ces travaux ont été financés, comment ça impacte le fonctionnement, qu'est-ce que ça engendre dans le fonctionnement de la commune. Il y a plusieurs manières de financer les travaux. Il y a le recours à l'emprunt, il y a le recours à notre capacité d'autofinancement, c'est notre bas de laine, comment est-ce qu'on... les sommes qui sont à notre disposition pour lancer les travaux. Et puis, il y a le recours à une ligne de trésorerie. La ligne de trésorerie, c'est de l'argent qui est mis à disposition annuellement par la banque. Et c'est négocié tous les ans. Les taux sont donc pour l'année et aujourd'hui, on a beaucoup utilisé cette ligne de trésorerie. Et en réalité, ça masque l'endettement parce que dans la comptabilité, publique, ça n'apparaît pas véritablement comme un endettement. Ça fausse donc la perception. Si on intègre cette ligne de trésorerie aux emprunts réellement contractés, on constate que l'endettement, il a pratiquement doublé depuis 2019. Alors vous verrez après, il y a des schémas. On a matérialisé sur des tableaux l'évolution de cet endettement. Donc on a dit qu'on faisait plutôt appel à la ligne de trésorerie plutôt qu'à des emprunts de long terme. C'est un peu ce qu'on a dit depuis le début. Quelle est notre stratégie ? Si on a une stratégie, on peut la financer efficacement. On peut emprunter sur du long terme. Et donc, si on avait emprunté sur du long terme dès le début, on aurait eu des taux moins importants. Et donc, ça nous aurait coûté moins cher. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ces taux, aujourd'hui, ils ne vont pas se réduire. Donc on aurait emprunté il y a 3 ans ou il y a 2 ans à 1,5 ou 2%, ça sera bien moins que les 4 ou 5% qui arrivent. Et puis ces investissements, ils ont été aussi financés par une disponibilité. Et aujourd'hui, cette capacité d'autofinancement dont je vous ai parlé, elle est en chute libre. Et donc là, si vous voulez bien, on va vous montrer les graphiques qui vont vous permettre de réaliser. Voilà, aujourd'hui l'endettement par habitant, on est passé de, on va dire 950 € à quasiment 1800 € par habitant. Pour ce qui concerne la capacité d'autofinancement, alors ici 2020, fin 2019, on est là. Non, vas-y. Fin 2019, donc 2019, à fin 2019, nous prenons les changements de mandature, et en 2022, on a brûlé la moitié de nos économies, pour faire court. Et si on continue, et on s'est livré à un certain nombre de calculs, on pense qu'en 2023, on sera très très bas, et en 2024, encore plus bas. Parce que on va pomper dans notre trésorerie pour financer ce que nous ne pouvons pas financer. avez-vous des questions ? Oui. Je voudrais juste savoir pourquoi la commune s'est endettée, pour quel projet, pour... Alors on s'est endetté pour le synthétique, pour l'assainissement, ça c'est évident, le Citystad, tous les projets sont on prend soit sur la ligne de trésorerie, soit sur notre capacité d'autofinancement. Et on fait des emprunts de long terme après coup. Et une deuxième question. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de mise en place d'emprunt de long terme pour les dépenses que vous annoncez là ? Aucun. Il y en a eu certains, incontestablement, mais il faut savoir que beaucoup de notre endettement, ou plutôt de nos emprunts, sont masqués par la ligne de trésorerie. Pour comparer ce qui était comparable, dans la mandature précédente, il y avait une ligne de trésorerie de 500 000 € à peu près, et qui n'était pas toujours utilisée d'ailleurs. Et aujourd'hui, il y a 750 000 de lignes de trésorerie. Alors nous sommes incapables aujourd'hui
de vous dire comment elle est utilisée, parce que nous avons posé plusieurs questions, et y compris en commission finances, et on ne nous a jamais répondu. Donc ce qui fait que nous sommes dans le flou absolu concernant les finances de notre commune. On peut simplement vous présenter ce type de document. Nous avons vraiment insisté pour obtenir, lors de l'examen des comptes administratifs, qui ne s'appellent plus comptes administratifs, je ne sais plus comment ils s'appellent. Bon, peu importe. Les comptes administratifs de l'année 2022, nous avons eu énormément de difficultés pour connaître le niveau de notre CAF. Parce que nous voulions justement connaître l'évolution de cette CAF. Parce que la CAF, c'est quelque chose de très important. C'est avec la CAF que l'on paye, pour l'essentiel, les travaux voirie. Et moins vous avez de CAF, moins vous faites de travaux de voirie. Parce qu'on n'a pas beaucoup de subventions, on n'a pas très peu de subventions, on a un peu de DETR, et on n'a pas beaucoup recours à l'emprunt pour ce genre de choses. Voilà. Si vous avez le compte administratif, vous pouvez recalculer La CAF ? la carte. Bah oui, mais c'est ce qu'on fait. On a, je ne dis pas qu'on est des grands spécialistes, mais on a quand même un petit peu, un peu de pratique dans le domaine. Enfin, c'est quand même beaucoup plus simple de lever la main et demander à ce qu'on nous donne la CAF. Parce que quelquefois, moi je pense que la CAF, on doit la connaître au moins le mois. Hein, ben, on ne la connaît pas au moins le mois chez nous. Excusez-moi, mais ce qui veut dire que de toute façon, vous avez la mer, c'est une dictature. Alors, ce que j'ai compris, excusez-moi, moi j'ai qu'une résidence secondaire ici, mais à vous entendre, pour moi c'est une dictature, puisqu'on ne veut pas vous donner pour quel motif. Alors, on se pose la question. Le maire, normalement, je sais pas moi, pour les gens qui sont de... Mais si vous voulez regarder comment se déroulent les conseils municipaux, Oui. on essaye d'être le plus courtois possible. Oui, Alors forcément, on pose des questions qui parfois dérangent. Oui, non, mais Mais- même si elle dérange, monsieur le maire, je regrette, il est maire De tous les temps soit. Ah oui, oui, pour moi, oui, excusez-moi. Mais- Il est pas maire simplement parce que c'est sûr qu'il faut une opposition, mais pour moi la logique, pour mon compte personnel, c'est une dictature. Je regrette. Ce que j'entends là, c'est une dictature pour moi. Je suis obligé de le dire. Je vous laisse le soin d'utiliser le qualificatif, mais Ah, mais moi, je le l'utilise. constat, Je effectivement... l'utilise, le constat, moi j'ai qu'une résidence secondaire ici, mais sincèrement, à vous écouter, pour moi c'est une dictature. Et on ne doit pas fonctionner comme ça. Monsieur le maire, il a un devoir, c'est de donner des chiffres, de donner des résultats. Ah ben je regrette. Si vous travaillez dans une entreprise, on ne fonctionne pas comme ça. Hein. On ne peut pas cacher à ses associés ou à ses actionnaires l'état de sa comptabilité. C'est pas que je veux cacher, non, pas du tout. Mais non, c'est pas une question de s'aimer ou de pas s'aimer. Hein. Moi, mon avis personnel, maintenant, je dis comme je le ressens. Mais très bien. À ce sujet suivant, on reviendra sur ces sujets si vous voulez à la fin. S'il vous plaît, sur les emprunts, est-ce que vous avez communication des coûts de la ligne de trésorerie ou pas du tout, par exemple? Si, on connaît le montant. Non, mais le coût. Le coût, on ne le connaît pas. Donc ça, alors ça, je pense que vous pouvez avoir... Oui. C'est une donnée que vous pouvez avoir. Hein, Mais nous avons aujourd'hui, puisque vous paraissez être bien informé, comment s'appelle maintenant le compte administratif? Il a changé de nom. Non, mais... Peu importe. Le compte administratif, tel qu'il est déposé, fait exactement 124 pages. Nous avons étudié les 124 pages, monsieur, toutes. Et on a pu noter un certain nombre d'anomalies. Mais lorsqu'on les signale, on dit qu'on est agressif. Alors que nous ne sommes pas agressifs, on signale ce qui peut nous paraître des erreurs. C'est l'année dernière, je crois, pas sur le compte administratif de cette année, mais l'année suivante, il y avait des OD. Vous connaissez ce qu'on appelle des opérations d'ordre, qui n'étaient pas équilibrées. On l'a signalé, on nous a dit, oh, écoutez, on a déjà envoyé le document à la préfecture, on ne changera rien. Ce qui fait que normalement, le document administratif, il n'est pas, comptablement, il n'est pas clair. Donc ce qui veut dire que les tensions ont voté pour un roi. Alors,
Le roi, c'est héréditaire. Le roi, c'était héréditaire, monsieur. Et il est célibataire, je ne sais pas s'il a des enfants. Je connais pas sa vie privée, que je veux pas la connaître, ça ne me regarde pas du tout. Mais pour diriger la commune, c'est un roi. C'est moins de chef et on n'en parle plus. Excusez-moi le terme. Bon, concernant le PLU, alors là, c'est un vaste programme. Alors, le PLU a été voté au dernier conseil municipal, donc en début de mois. Pour ceux qui suivent les conseils municipaux sur notre site Facebook, ont dû voir un peu les péripéties. Donc, on nous a présenté un document. On y a beaucoup travaillé dessus parce que c'était un document de 100 pages et qui était complexe. Et en l'étudiant, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs. D'abord, le document était obsolète parce qu'il datait de 2019, alors qu'on est en 2023. Par exemple, on nous a signalé que l'entreprise Fogier avait encore 8 salariés, alors que l'entreprise Fogier est fermée. Il a été signalé sur le document que RG Group, il parlait toujours d'RG 43, alors que maintenant c'est RG Group, qu'RG Group devait bâtir 14 000 m², alors qu'à la sortie, M. Prénat, lors de la réunion du PLU... Négligence qu'il y a eu sur l'étude qui a été arrêtée du PLU. Oui, nous pensons, ce que nous voulons dire ici, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est que l'argent qui est investi par la commune dans cette procédure de changement du PLU ne soit pas mis sur la table en vain. On pense, on n'est pas certain, mais on pense que la révision allégée n'est pas conforme au droit. Il devrait plutôt y avoir une révision complète du PLU. On pense également qu'un certain nombre d'éléments ne sont pas conformes au STRADET. Le STRADET, c'est le schéma qui gère l'ensemble des éléments du SCOT de chacune des communautés de communes adhérentes au pays de la Jeune-Loire. C'est un peu complexe, mais tout ça c'est nécessaire. Et évidemment à la région. Et vous savez que le Sénat est encore en train de travailler sur la loi ZAN, et on a des éléments qui vont arriver en fin février 2024. Tous ces éléments doivent être pris en compte de telle façon que tout ce qui s'est fait chez nous par la commune doit être très sécurisé juridiquement. Et ça ne l'est pas. Et comme le disait Hélène, dans le document, parce que nous l'avons étudié de la première à la dernière page, il y a des erreurs manifestes. Et si quelqu'un se saisit de ces erreurs manifestes, toute la procédure sera jetée. Parce qu'on pourra considérer que la population n'a pas pu être informée de manière convenable. Il y a des éléments qui datent de 2019, et entre 2019 et 2023, il s'est passé un certain nombre de choses, dont la fermeture de l'usine Fogier. Deuxième point, alors qu'il y en avait 55, Monsieur le maire a décidé de faire voter et que tout débat s'arrêtait là. Bah là, c'est maintenant, on passe à l'aménagement du bourg. C'est toi, Hélène? Excusez-moi. Non, parce qu'en plus, elle est cinéaste. Alors, l'aménagement du bourg. Donc, les travaux qui ont été faits pour les casernes, moi, personnellement, je trouve que c'est très bien. Bon, il y a peut-être ce problème d'étroitesse de la route, mais ça, bon, on verra à l'usage. Sinon, comme vous le savez, la pharmacie et l'électroménager de l'Olme cherchent à s'agrandir. Logiquement, normalement, la pharmacie, c'est en bonne voie, devrait
allait s'installer à côté de Carrefour. Et de l'homme électroménager devrait s'installer à côté de Gamme Vert. Alors on trouve très dommage que de laisser partir ces commerces à l'extérieur du centre-ville, surtout une pharmacie. Pharmacie, ça draine du monde, donc c'est dommage que ça parte sur... Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que chaque fois qu'on dépense, c'est de l'argent qu'on prend dans la poche des Tansois ou des Français. Est-ce que tu peux changer, s'il te plaît? Ah bon, ça y est, elle est arrivée. Alors, sur la communauté de communes, nous parlons de la communauté de communes parce que nous sommes membres de la communauté de communes, que notre maire est président de la communauté de communes et que surtout, la ville de Tence assure la moitié des revenus de la communauté de communes. La deuxième communauté de communes, la deuxième commune qui est très importante et qui apporte aussi un effort financier important, c'est la commune du Chambon-sur-Lignon. Quand je dis la moitié, je crois que j'ai dit une sottise, c'est un peu moins de la moitié. Alors, il est prévu de faire une voie verte entre Tence et le Chambon. Notre premier étonnement, c'est que cette voie verte est reliée à rien. Pourquoi ne la relie-t-il pas? Est-ce qu'il y a une étude pour relier cette voie verte à Rocoule? Où est-ce que ça va passer? Donc on va avoir une voie verte qui va être reliée nulle part. On nous a parlé d'une réunion de concertation. J'étais présent à cette réunion de concertation et d'autres parmi vous. C'était une réunion où, à aucun moment, les présents ont été concertés. On leur a dit, c'est comme ça. Ça va passer à tel endroit. Les questions que nous avons posées, parce qu'il y a toujours un problème financier derrière chacun de nos problèmes, c'est combien ça va coûter. Les services, et il y avait 3 personnes de la région, ont été incapables de nous donner un coût. Nous avons demandé quel serait le coût d'entretien, puisque le coût d'entretien sera à la charge des communes. Comme on ne connaît pas le coût de fabrication, on a été incapable de nous parler d'un coût d'entretien. Donc là, on est véritablement dans un désert absolu. On va faire des choses sans savoir combien ça coûte. Puisqu'il est noté impôts, je voudrais vous signaler, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les impôts fonciers bâtis affectés pour la communauté de communes ont progressé depuis en 2021 à 22 ou de 22 à 23, je ne sais plus, de 72%. Alors ça ne vous paraît pas, si vous regardez votre feuille d'imposition, vous regarderez, c'est 72%. La base a augmenté, mais surtout, on a voté une augmentation de l'impôt. Et ça, on ne vous le dit pas. Ensuite, il y a un élément qui nous pose problème, en tout cas qui nous amène un certain nombre d'interrogations. C'est un projet concernant une médiathèque à Saint-Georges. À l'origine, en novembre 2022, la commune de Saint-Georges décide de créer une médiathèque et vote pour la désignation d'un architecte, lequel architecte budgète son intervention à 70 000 €. Il rend sa copie, une copie qui fait état d'une construction de 860 000 €. 860 000 € à Saint-Georges. Il présente sa facture, 70 000 €. Le maire de Saint-Georges adresse sa facture au trésorier payeur, lequel trésorier payeur dit « je ne paye pas ». Pourquoi ne paye-t-il pas? Parce que la commune de Saint-Georges n'est pas compétente en ce qui concerne la culture et les médiathèques. C'est la communauté de communes qui est compétente et qui doit voter ce type de choses. Et là, on a vu apparaître à la communauté de communes quelque chose que je qualifierais d'étrange. On a prié les conseillers communautaires de voter le paiement d'une facture de 70 000 € auprès d'un architecte
alors qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, parce que si on suit le juridique, la communauté de communes doit faire un appel d'offres pour ensuite accepter une mission à laquelle... Voilà. Donc, nous nous interrogeons sur ce genre de pratique. 70 000 euros, plus 860 000, j'avais dit 860 ou 840, je ne sais plus, 860 000 euros pour construire une médiathèque à Saint-Georges. Hélène, qui siège à la communauté de communes, a tenté une intervention en expliquant que ça paraissait un peu étrange. La réponse d'un des maires a été, tenez-vous bien, on n'en a rien à foutre de Tence. Nous avons posé la question, quand nous avons vu que le président de la communauté de communes, qui je vous rappelle est maire de Tence, il est resté muet. Nous lui avons posé une question écrite avant un conseil municipal. Il nous a répondu, c'était pas dirigé contre Tence, c'était dirigé contre toi, Hélène. Voilà. Donc notre conclusion, c'est qu'il n'y a pas de stratégie, il manque dans notre communauté de communes des éléments fédérateurs. Il n'y a pas de projet. Il y a des maires qui chacun essaye de tirer la couverture à lui au bénéfice de ses administrés, c'est incontestable. Mais à quoi sert une communauté de communes où on n'a pas de projet global? Et le projet global, il doit être mis en place au début de la mandature, et pas comme ça, au fil de l'eau. Donc nous pensons que là aussi, les choses pourraient être faites autrement. Lucas. S'il y a des questions, je viendrai après. On va terminer par les départs. On passe outre les démissions qui ont eu lieu en 2020 et 2021, mais d'autres démissions ont émaillé le début de ce mandat. Il y a eu notamment des départs importants au niveau des services techniques de la ville de Tence et de la communauté de communes. Quand on pose la question, mais quelle est la raison de ces départs? Raison personnelle. Et à chaque fois, il n'y a pas de remise en cause dans la manière de se comporter dans le management. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'il n'y a aucune application du débat, alors qui peut être parfois un peu vif. Quand on est dans une assemblée, on peut parfois quand même échanger des idées de manière un peu vigoureuse, mais on ne peut pas dire des choses différentes. Il n'y a aucune acceptation de la contradiction. Et pourtant, ça pourrait être une source d'idées pour notre commune. Il n'y a aucune remise en cause, là, à nouveau, sur la manière de mener les débats. On l'a vu au dernier conseil municipal où on posait des questions sur le sujet. Alors certes, des questions peut-être très techniques ou peut-être stupides, si on est parfaitement en maîtrise du sujet, mais on se posait des questions, et on clôt le débat, alors qu'on a eu à peine un tiers de nos questions qui ont été étudiées. Il n'y a aucune remise en cause, donc, dans ces deux cas. Et la plus grande des inquiétudes qu'on a, c'est qu'en fait, notre communauté de communes et notre commune, elle s'appauvrit. Elle s'appauvrit en idées, elle s'appauvrit en énergie. On n'a pas envie, quand on sait que tout est décidé et qu'il ne doit y avoir qu'une seule tête. On n'a pas envie de donner une impulsion. Et on trouve que c'est dommage. On trouve qu'on gâche le potentiel de notre commune et de notre communauté de communes. On va passer donc aux questions. C'est pour ça que je voulais simplement vous dire, ce que vous êtes en train de dire ici, c'est qu'il n'y a qu'un roi. Et ce que je ne comprends pas, c'est que tous les Tensois, est-ce qu'ils sont tous d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de les informer et puis de...
qu'ils puissent agir quelque chose. Ils ne peuvent pas quand même faire La une autre première moitié des de choses- mandat dans ces conditions-là. Comme vous dites, la première des choses, c'est d'informer. C'est ce qu'on fait ce soir. Mais il faut informer les Tansois, il faut, mais pas par, je sais pas, peut-être leur faire je vais peut-être dire une bêtise, mais une pétition, quelque chose qui puisse faire voir qu'on va contre le maire. On peut pas laisser le roi. On ne faire va pas ça. contre le maire. Contre. Nous, on va pour Tens. Eh ben voilà. On va pour Tens, on va pour la communauté. Même seul maire, il va pas pour le Tens. Donc il n'y a pas de secret. Attendez, quand vous me dites tous ces démissions-là, sincèrement, Oui. ces gens-là, Oui. ils sont pas partis de leur plein gré. J'en sais des choses. Bah, Non, écoutez, non, nous, ils sont pas partis de leur plein gré. Non, mais non. nous savons parfaitement pourquoi nous sommes ben, partis, vous- puisque nous en faisions partie. Voilà. Et il y a certaines personnes qui ont quitté et c'est parce que Non, mais- on leur a forcé la main et ils sont pas partis de gaieté de cœur. Je pense que l'objectif de notre réunion n'est pas de faire d'attaque personnelle. Non, non, mais moi non plus. Parce que nous ne voulons pas Non, non, que l'on se saisisse de certains mots pour dire, encore une fois, ils nous attaquent. Mais- Parce que, monsieur, permettez-moi de terminer. Nous avons décidé de faire cette réunion parce que, premièrement, nous commençons à être là de ne pas être entendus. Nous commençons à être, on commence peut-être à être un peu désabusés, et peut-être que le concours des gens qui nous écoutent aujourd'hui nous aidera à reprendre de l'énergie. C'est pas impossible. Mais sachez que nous avons demandé à ce que soit publié sur le tableau d'affichage communal le projet de notre réunion. Ça nous a été refusé. Mieux que ça, nous avons décidé de distribuer des tracts, des flyers, ça s'appelle comme ça maintenant, pour que la population soit informée de notre réunion. Vous avez vu la réaction de monsieur le maire de Tens ? Eh bien, je vous invite à la lire. Nous avons eu droit à de nombreuses publications dans lesquelles il s'indigne de cette réunion, qu'il dit que nous trompons les Tensois en parlant d'une réunion à mi-mandat, etc. Et nous a mis gravement en cause en disant que nous vous trompions. On ne vous trompe pas, on vous donne des informations. Et on a été contraint de rappeler à monsieur le maire la loi du 3 janvier 1881 relative à la liberté de la presse. Tu l'as là, le document ? Elle va vous lire le document qu'a fait. Voilà ce qu'il a été mis sur Iliwap. David Salque-Pradier, maire de Tens, informe la population. Au cours du week-end, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres un tract mentionnant une réunion publique de mi-mandat. Devant l'ambiguïté volontaire de la formulation de ce tract, je me dois de vous informer que la mairie n'est en aucun cas à l'origine de cette réunion publique. En tant que garant de l'institution, il m'appartenait de vous informer de cette tromperie. On a simplement mis Réunis pour Tens. Je pense que Réunis pour Tens n'était pas... Que vous avez des questions sur tous les sujets, le PLU, la voie verte, etc. Je ne répondrai pas à tout, je passerai le micro. Oui, je voulais savoir si l'agrandissement d'RG Group va se faire ou s'il va y avoir un recours, vu que le maire a donné son accord. Non, le maire ne donne pas l'accord pour RG Oui, mais Group. enfin, je veux dire, le vote est passé. Non, pour c'est le l'agrandissement. début. Alors, c'est pour ça qu'il faut que les choses soient très claires. Nous n'avons pas à connaître RG Group ou quelqu'un d'autre. Nous avons, uniquement à débattre sur le changement de dénomination de certaines parcelles, Lucas les connaît par cœur, certaines parcelles qui sont en zone naturelle et en zone agricole pour devenir des parcelles où on va construire des usines. C'est le premier de nos sujets. Et c'est sur ce sujet que nous avons dit au maire que nous pensions que la procédure qui était mise en place n'était pas convenable. Quand on a lu le document, on s'est aperçu de nombreuses erreurs. Et lorsqu'on signalait ces erreurs les unes derrière les autres, le maire a dit « Je fais état de mon pouvoir de police, vous n'avez plus le droit à la parole, on passe au vote ».
là, vous allez avoir un problème. Vous aurez un problème, monsieur le maire, je suis sûr. Parce qu'il n'y a pas eu un débat, il y a de la documentation qui est fausse. Donc, ce qu'il faut faire, enfin, de notre point de vue, c'est déjà avoir... Je n'en sais rien. On peut pas savoir. Pardon. J'ai fait toute une digression oratoire, vous m'en voudrez pas. On n'en sait rien. Mais je suis même sûr, ou presque certain, parce que je sais comment vit un chef d'entreprise, et je vois dans la salle, il y en a un ou deux, lui-même n'en sait rien. Parce qu'on est devant une instabilité juridique qui n'a pas été prise en compte. Et le président de RG Group, qui ne doit pas être un garçon qui fait des choses à moitié, peut peut-être se poser des questions. Alors que